Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en matinale avec une invitée exceptionnelle. Bonjour Rachel, comment vas-tu ? Moi, ça va très bien, c'est lundi matin, une belle semaine qui commence. Je regarde dehors, il a l'air de faire beau, même si je suis très sombre. Et Alors j'espère que vous allez bien, les gens. t'es très sombre effectivement sur cette caméra, c'est pas très grave. On va la retoucher puisque c'est une matinale qui est enregistrée en direct sur Twitch, rediffusée en différé sur YouTube. Et sur YouTube, j'ai la possibilité de retoucher le son et l'image un petit peu. Donc vous allez pouvoir participer avec nous si vous nous regardez en direct. Vous allez pouvoir commenter les nouveautés néoludiques de février. On va pouvoir en discuter un petit peu. Alors c'est un mois très tendu, le mois de février, parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent en boutique, mais il y a aussi un festival. Ah bon? Oui. On m'aurait menti. Mais oui, il y a le Festival de Cannes à la fin du mois. Alors bon, de notre perspective, c'est tous les derniers petits détails sont réglés, donc vivement la semaine prochaine qu'on passe au Festival de Vichy déjà. Ah oui, bah après, oui. Alors il y aura Paris Ludique avant, il y aura d'autres trucs qui vont s'insérer d'ici Vichy, c'est en septembre. Voilà le programme de cette semaine, il s'affiche à l'écran. On va vous parler des sorties du 2 février. Alors ça, on l'a déjà fait dans la précédente matinale. Tu étais venu au chalet, on en avait discuté tout début janvier. On était allé jusqu'au 2 février, mais il y a un jeu dont on n'a pas parlé, donc on fait un tout petit rattrapage dessus. Ensuite, C'est ça. on parlera, parce que vous faites des sorties toutes les 2 semaines, c'est ça ? Normalement, toutes les 2 semaines, sauf problème de planning et choses qui s'incrustent, mais en général, on essaye toutes les 2 semaines. Oui. On parlera ensuite des sorties du 16 février. C'est cette semaine, le moment où on enregistre. Il va y avoir pas mal de choses. Et puis ensuite, ce sera le 8 mars pour la journée des droits internationaux de la femme. Vous avez quelques sorties pour marquer le coup. Ah, alors, je pousse jusqu'au 8 mars parce que je sais très bien qu'on n'aura pas l'énergie tous les deux de se retrouver juste après Cannes. Et puis, c'est des jeux qui, malheureusement, ont pris du retard suite aux actualités devant le Détroit. Donc, on les couvre comme ça sera fait. On a un peu parlé sur notre chaîne, mais effectivement, il y a des problèmes de pirates, notamment sur l'itinéraire habituel qu'emprunte le bateau pour aller de la Chine jusqu'en Europe. Ce qui fait que maintenant, les bateaux sont obligés de contourner, je crois, toute l'Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, ça prend au moins 2 semaines de plus, quoi. Voilà. Et on a notre responsable transport que j'embrasse s'il passe par là, qui, voilà, ça lui procure beaucoup de stress, le Ah bah pauvre. oui. Oui, forcément, c'est toute une problématique, on ne s'en rend pas forcément compte, nous qui achetons des jeux en boutique, mais pour que ces jeux arrivent ici, dans nos boutiques françaises, il y a parfois un long périple, c'est des jeux qui ont voyagé, et ce sont plein d'aspects qui peuvent poser problème. Il n'y a pas que le problème des pirates, il y en a d'autres qui sont rentrés en compte ces dernières années, mais des fois ça décale un peu les sorties. Vous vous en fichez une fois que ça arrive dans votre boutique, vous avez le jeu, vous avez la possibilité de l'acheter, on va vous les présenter ce matin. Alors vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous utilisez, si vous êtes en direct, les commentaires pour pouvoir nous indiquer les jeux qui vous intéressent le plus, et si vous nous regardez sur YouTube, marquez-les également dans les commentaires sous la vidéo. On est curieux de savoir ceux qui vous attirent, ceux qui vont peut-être rejoindre vos ludothèques. C'est des informations qui nous sont utiles aussi, parce que ça fait partie de l'attente, et cette attente-là, c'est du plaisir également. On commence directement ? On se lance sur le 2 février, le jeu qui était en retard, du coup. Voilà, ou le jeu qu'on a avancé un petit peu dans le planning, c'est du gâteau. C'est un jeu très gourmand. Alors, j'aime bien dire très gourmand parce que c'est un jeu sur le thème de la cuisine et des recettes, mais c'est un jeu très gourmand aussi en termes de matériel. C'est un jeu dans lequel on va retrouver des ingrédients de cuisine sous forme de jetons de poker, type Splendor. C'est devenu une référence, on dit souvent type Splendor. Et c'est quoi le but du jeu? C'est de marquer des points en faisant des recettes. Mais pour faire ces recettes, il va falloir d'abord récupérer des ingrédients. Donc les étapes, je récupère des ingrédients, je valide des recettes, et encore mieux, je récupère des médailles de chef qui vont me demander d'avoir trois pâtisseries de type différent ou 3 du même type. Et comment on récupère ces ingrédients dans différents bols? À la Azul. C'est aussi simple que ça. Mais avec du placement d'action, j'ai un petit jeton que je vais pouvoir mettre sur une des 3 actions disponibles, en sachant que je suis obligé de changer de place à chaque fois. Ça me permet de récupérer des ingrédients que je vais devoir mettre sur mon plan de travail. Je vous ai dit que c'était gourmand. Ces ingrédients qu'on récupère sur notre plan de travail, on a quelques contraintes pour les placer dans notre petite barquette. Il y a un emplacement, il faudra qu'ils soient tous
différents. Il y en a, il faudra qu'ils soient tous pareils. Donc ça sert à rien de récupérer trop d'ingrédients. On récupère les ingrédients dont on a besoin, ceux qu'on peut placer, et on essaye comme ça d'optimiser au mieux. Alors, j'ai une vue du dessus, je peux vous le montrer un peu le matériel parce qu'on l'a là. Oh là là, faut que je zoome, c'est le moment où je me mets debout. Hop, c'est mieux si on zoome un petit peu. Moi, j'allais vouloir zoomer. Est-ce le moment où sous-vêtements, Martin? Si, toujours. Je montre toujours un peu de sous-vêtements et de ventre. Voilà pour le matériel qu'on a, parce qu'on a les fameux Game Trays à l'intérieur, ces supports en plastique dans lesquels on va pouvoir ranger avec beaucoup de plaisir ces différents éléments. Et vous voyez, ça c'est important quand même, on va insister dessus, vous voyez les jetons qui sont à l'intérieur. Et ça fait partie du plaisir de jeu. Mais on avait déjà, quand tu nous cites Azul, tu nous cites Splendor, on avait déjà du matériel comme ça dans certains jeux qui sont beaucoup plus familiaux. Mais là, c'est quand même plus complexe. Hein. C'est un jeu où vous allez jouer, je regarde, jusqu'à 90 minutes. Je le mets dans la catégorie initié. Ouais. C'est initié dans le sens où, oui, voilà, il y a des tout petits points de règle qu'il va falloir ne pas oublier. C'est pas une épure du genre. Mais il y a des petits twists qui sont agréables. Et mon twist... je crois préféré, c'est vraiment celui de je récupère des ingrédients et cette contrainte de il est interdit de surstocker. Alors ça pourrait être des choses beaucoup plus, j'allais dire, simples et basiques comme dans Splendor, 10 ingrédients maximum. Non, là, ça va nous donner des contraintes sur la couleur. Ce que tu as à droite de ton plateau, je suis en train de pointer avec la souris, mais tu t'en moques, c'est des ingrédients qu'on va pouvoir acheter de manière permanente qui vont m'offrir des réductions sur les prochaines recettes, mais après, c'est de l'optimisation à tous les niveaux. Il y a un système de réservation. Oui. Quand je prends ma recette, je la glisse sous le plateau. Tu vois, tu as des petits interstices pour glisser les cartes. Ça me donne un pouvoir immédiat. Et ensuite, toutes les recettes coulissent. Donc, du coup, il y a un système de... quand ça coulisse, ça me bloque cet emplacement pour un prochain bonus jusqu'à ce que la carte est dégagée. Voilà, vous vous demandez peut-être comment ça fonctionne plus dans le détail, même si ton explication était limpide. On a une vidéo qui est prête. On s'attend juste le feu vert de Lucky Duck Games pour la mettre sur la chaîne d'un monde de jeu. Donc vous allez pouvoir la retrouver et puis vous lancer dans une partie en même temps que nous. Regardez ce qui se passe pour pouvoir y jouer juste après en connaissant les règles. Moi j'ai une question. Très vite disponible sur la chaîne. Est-ce que tu as une toque sur cette vidéo? Sur la vignette de la vidéo, il y a une toque. Je me suis bien amusé, la vignette est assez cool. J'aurais pu la ramener, mais elle n'est pas sur cet ordinateur-là, donc je ne pourrais pas te la montrer là tout de suite. Voilà, et après, il y a une petite extension, crème glacée, où comme son titre l'indique, il va y avoir une petite rivière de cartes supplémentaires avec des petites glaces. Voilà. Ah oui, et il y a Amélie dans la boîte qui a fait des photos magnifiques sur ce jeu-là. Ouais, c'est ce que je montrais juste avant, effectivement. Les photos sont super chouettes. On a envie de les montrer, ces photos. Après, ce sont des photos qui mettent l'ambiance aussi, mais c'est important l'ambiance sur un jeu. Ouais. C'est pas forcément des photos qui expliquent le jeu, il faut les deux. Il faut à la fois des photos comme ça, et il en faut d'autres comme ça qui sont moins jolies, mais qui vous permettent de comprendre la disposition du jeu sur la table. La petite extension, c'est juste des cartes supplémentaires. Comme vous l'avez vu, c'est beaucoup moins cher que le jeu. Hein. C'est 6 € environ, j'ai arrondi. C'est environ 6 €, alors que le jeu est proposé à une cinquantaine d'euros. Le 16 février, alors il y a plusieurs jeux qui vont sortir. Le premier, c'est Canon ou Doublon. Tu nous l'as laissé d'ailleurs, mais je crois que je l'ai laissé au chalet ce jeu-là, j'ai oublié de le ramener. C'est un jeu de cartes dans lequel on va jouer des pirates, on va s'affronter les uns par rapport aux autres. En ayant un petit jeu de cartes dans la main. Et c'est assez dynamique. C'est proposé par Amazing Game, l'éditeur. C'est Brice Brown, l'auteur. Est-ce qu'on dit Brice ou est-ce qu'on dit Bryce? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire Bryce. Brice Brown. Et déjà, tu devrais dire qui est-ce qui a gagné à Canon ou Doublon, puisqu'on y avait joué tous les deux. Alors, la dernière partie que j'ai faite, c'est moi qui ai gagné. Mais effectivement, oui, il y en a une avant. On l'a fait tous les deux. Oui, quand on a joué à deux, j'ai peut-être pas gagné, effectivement. Est-ce que c'est une information capitale? Est-ce que c'est ça qui va donner envie aux gens d'acheter le jeu? Je suis pas sûr. Oui. C'est un jeu où vous pouvez détruire l'autre. Donc oui, c'est sympa. Non, c'est un jeu très familial qui est composé uniquement de cartes. Et ces cartes, il faut savoir qu'elles sont recto-verso. Sur le recto, elles montrent la proue du bateau. Et sur le verso, elle montre la poupe du bateau. À votre tour, vous avez des cartes en main. Vous allez pouvoir choisir 3 cartes que vous allez pouvoir placer devant vous pour constituer des bateaux, soit en commençant un nouveau en le jouant côté proue,
soit agrandir un déjà créé en le plaçant côté poupe. Et vous pouvez passer, pour créer un bateau, il faut au moins une proue et autant de poupes que vous voulez. Et on va faire comme ça plusieurs tours de table. Et vous avez tout à fait le droit de n'avoir constitué qu'un bateau, ça me paraît être un mauvais choix tactique, ou autant de bateaux que vous voulez. Vous voyez, comme ça, quand vous le mettez côté proue, il y a une information qui est visible en haut à gauche de la carte, qui va être c'est de l'attaque, c'est une bombe, c'est de l'or, on est des pirates. Le but du jeu, c'est d'être le plus riche. Une fois que tout le monde a constitué ses bateaux, je vais pouvoir prendre un de mes bateaux et choisir quel bateau adversaire j'attaque. Sauf que toutes les cartes, autant les miennes que les siennes qui sont côté poupe, elles contiennent donc des informations cachées. Une fois qu'il y a une confrontation entre deux bateaux, on retourne toutes nos cartes et on regarde qui a la plus grosse attaque. Celui qui a la plus grosse attaque remporte tout l'or qu'il y avait sur ces cartes-là. Sauf que c'est pas qu'une question d'attaque, il va y avoir aussi des pièges, puisqu'il va y avoir des cartes qui représentent des bombes. Et même si j'avais une attaque de 26 contre Martin qui a une attaque de 1, il a mis une bombe, tous nos bateaux sont détruits, personne ne récolte l'or. C'était un mauvais coup, tour du joueur suivant. Et c'est très très familial, c'est le petit jeu que vous sortez en 10 minutes. J'allais dire, c'est ces jeux qu'on décrit comme idéal pour faire, pour pas tous ces gens un peu hermétiques à notre passion, qui disent ah, je vais pas comprendre les règles. Fais tes bateaux, c'est aussi simple que ça. Fais tes bateaux et tu vas voir ce qui se passe ensuite. Ouais, c'est super accessible, on peut y jouer avec des enfants directement. Il y a ce côté guessing qui marche très très bien quand on a des plus jeunes autour de la table, puisque on va jouer ces bateaux. On ne sait jamais si l'adversaire a joué des bombes. On ne sait pas forcément s'il les a tirées déjà, parce qu'il y a un tirage au sort des cartes au début de la manche. Donc peut-être qu'en face il n'y a pas de bombe, mais on va jouer avec. On va essayer de teaser nos adversaires en disant peut-être il y a une bombe là. J'en ai une, je ne sais pas où je la joue. On va essayer de bluffer. Ça crée de l'ambiance. Évidemment, il y a une part de chaos dans ce genre de jeu. On n'est pas sur du jeu expert où vous allez tout maîtriser, mais c'est le genre de jeu qui va sur lequel vous allez vraiment vous faire des petits souvenirs, notamment à jouer avec des plus jeunes. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Oui. Et puis en plus, le côté bluff, il est amplifié par le fait que la première carte qu'on pose pour faire son bateau donne des informations. Donc peut-être que je joue la provoque en jouant une grosse pièce visible, mais derrière je vais jouer que des cartes cachées attaque, ou le contraire, les gens vont se dire ça, alors j'en profite pour cacher tout mon or dessus. Et puis avec des plus jeunes, je pense qu'ils auront joué leur carte côté prout. Ça, je m'y attends à fond, rien que pour ça. C'est un argument de vente, c'est complètement un argument de vente. On continue toujours le 16 février. On était sur l'océan avec les bateaux. Je te propose de partir sous l'océan pour regarder les poissons avec le jeu Écosystème Océan, un jeu de Matt Simpson. Et vous connaissez peut-être cette gamme chez Ori Games, puisque c'est illustré par Mesa Schumacher. J'en ai quelques-uns derrière. J'ai Écosystème Forêt, qui est également un jeu qui est dans cette même gamme, dans lequel on assemblait des cartes avec des animaux de la forêt, les unes par rapport aux autres, pour essayer de faire le plus gros scoring. C'est exactement le même système dans Écosystème Océan. C'est exactement le même système, sauf qu'il y a des subtilités qui sont différentes, sinon c'est pas une simple rethématisation. Déjà, la plus grosse différence est sur le fait qu'il y a 3 groupes généraux, en plus d'être chaque carte a un type de scoring différent. Il y a 3 groupes d'animaux, les proies, les prédateurs, et j'ai oublié le nom du 3e groupe, mais en gros les planctons et compagnie. Et à la fin de la partie, on va regarder sur ces 3 groupes-là sur lequel vous avez le moins scoré, et vous allez pouvoir rescorer sur celui-là. Donc toujours une notion d'essayer de pousser les joueurs à aller marquer des points sur plusieurs types de cartes. Et qui dit se diversifier, dit risquer de pas gagner. Mais voilà, après j'allais dire, moi j'aime beaucoup personnellement cette gamme-là, parce qu'en fait il y a un truc qui est très fou, enfin un point sur lequel je suis très sensible dans les jeux, c'est j'y ai pas joué depuis 6 mois, est-ce que je suis capable de me relancer dans la partie? Bah oui, ici on va juste me demander de constituer un tableau de 4x5 de cartes, avec 2 phases de draft de 10 cartes. Les cartes, c'est juste des illustrations, et le seul point que je pourrais oublier, c'est les différents types de scoring, c'est pas grave,
je me pose une aide de jeu à côté et j'y reviens toujours avec plaisir, quoi. Et vous voyez qu'en haut à droite de cette petite image, au dos du jeu, donc, vous avez la possibilité de voir une petite vidéo. Là, c'est une vidéo qui est signée par... c'est Origames qui font eux-mêmes leurs vidéos en interne. C'est Tatiana des petits pitch qui nous propose ces vidéos-là. Sur la chaîne de Néoludis, vous avez la possibilité de retrouver... Tu fais des vidéos maintenant presque systématiquement sur... Alors, peut-être pas sur ceux qui sont déjà faits par Origames, parce qu'il suffit de voir la vidéo des petits pitch. Mais... Alors sur Écosystème Océan, je ne l'ai pas fait parce qu'effectivement c'est une gamme et qu'on avait déjà couvert Écosystème Forêt et puis que le temps manque parfois un petit peu. Mais oui, on essaye de faire des vidéos pour toujours dans cette idée de plus d'informations ne nuit pas et puis chacun utilise des canaux différents pour s'informer. Donc si jamais vous cherchez ces différentes vidéos sur internet, sur le site de Néoludis, on a pas mal de vidéos qui sont proposées. Ah bah si, il y en a quand même une. Alors, on va regarder ça tout de suite. Allons sur le site de Néoludis. On voit qu'il y a les 2 vidéos qui sont proposées. Il y en a une qui est signée Néoludis directement. C'est plus une animation. Hein. C'est une animation. Et on a la vidéo de Tatiana d'Origames qui présente le jeu dans le fameux format des petits pitchs. Et puis sur les autres jeux, quand vous allez dans le jeu de société, très souvent tu as fait des petites vidéos pour présenter les jeux. Donc pour ceux qui se posent la question, qui ont envie d'avoir ton pitch toujours très très bien ficelé pour avoir une bonne présentation de ce dont il s'agit, si le jeu est fait pour vous aussi, ça s'adresse à la fois aux professionnels, mais ça peut s'adresser aussi au public qui se pose la question. Exactement. C'est regardez si ça vous intéresse. Vous pouvez continuer à regarder si c'était pas fait pour vous. C'est que c'est pas fait pour vous. Par exemple, moi, je produis des vidéos, mais je ne consomme pas des vidéos. Je lis des règles du jeu. C'est la seule chose qui me satisfait, moi, personnellement. Comme quoi, tout le monde est différent. Voilà, chacun sa façon de faire. En tout cas, on a toutes les informations nécessaires sur le site de Néoludis pour pouvoir se renseigner sur les jeux que vous sortez. Et puis pour les boutiques, c'est très utile parce que ça permet parfois de se mettre en bande son pendant qu'on fait d'autres choses en même temps, en écoutant ce dont il s'agit. On enchaîne avec un jeu qui va nous faire briser des vases. Oui, et dont on avait déjà parlé au mois de décembre, mais il y a eu des couacs, et ça arrive. Je ne sais pas si on l'avait évoqué dans l'émission en décembre. On en avait parlé déjà ou en novembre, parce que ça devait arriver le 1er décembre, et puis il y a eu plusieurs couacs successifs, mais ça y est, c'est sûr, il est là. Et donc, je me suis dit, ça fait 2 mois quand même, peut-être que les gens, ils ne l'avaient pas vu. Dites dans le chat, si vous l'avez déjà vu, vous faites pfff. Et si je vois beaucoup de pfff, je le repitche pas. Déjà, l'art du kintsugi qui a évoqué, c'est au Japon, c'est quand vous cassez une assiette, vous ne la mettez pas à la poubelle. Si vous en avez les moyens, vous allez vous allez offrir à votre assiette une petite séance de kintsugi qui est en fait de la réparation à base avec une technique artisanale avec de la laque et de la poudre d'or, donc qui est vraiment fait par, j'allais dire, des maîtres dans cet art-là, où à la fin l'assiette vaut beaucoup beaucoup plus cher que son prix original, mais et c'est important de le souligner, elle continue. Ah, il y a des... les gens disent, effectivement, on en a déjà parlé en novembre. Mais c'est pas grave, moi, je trouve que le thème, il est formidable de ce jeu. Le fait de pouvoir réparer des assiettes et des vases. Je rigole toute seule avec les que j'ai sollicités. Et voilà, donc avec cet art du kintsugi, comment il va être symbolisé dans le jeu. Nos cartes, elles sont recto verso. Il faut vous imaginer que la carte peut avoir 3 statuts. Elle peut être dans son état de base, avec des scorings à la Sushigo. Les vases, j'essaye d'en avoir 3. La tasse, elle vaut 2 points, mais si je lui mets une sous-tasse, c'est multiplié par 2, etc. Elle peut avoir un autre état qui est cassé. Alors là, elle ne vaut plus rien. Et elle peut avoir un état réparé, où son scoring est magnifié, multiplié par 2, voire par 3. Et comment ça va se passer avec un système de draft, où chacun va pouvoir choisir une carte avec le système A, B, C, C, B, A, où on tourne et on revient. Une carte est ignorée à ce moment-là. Cette carte qui a été ignorée, plus la carte au sommet de la pioche, ça indique les éléments que les joueurs vont devoir casser. Quand on prend une carte, on n'est pas obligé de la mettre dans sa collection. On peut aussi la défausser pour avoir de l'or. Et c'est cet or qui va nous permettre d'essayer de réparer les éléments qui sont cassés au fur et à mesure des manches. Et en fait, c'est là où c'est un peu... Le jeu est malin, puisque
vous voulez quand même casser des assiettes pour essayer de démultiplier le scoring, ou alors vous allez essayer de casser les assiettes des autres quand vous voyez que ça leur en brise trop d'un coup, qu'ils n'auront pas l'or nécessaire pour le réparer. Il y a plein de petites subtilités pour en faire quelque chose d'agréable et sympathique. Voilà, et puis ça nous permet aussi d'aborder ce thème. Je trouve ça super chouette, moi, d'avoir des jeux sur des thèmes auxquels on n'est pas forcément habitué. Moi, je connaissais pas du tout cet art-là à l'origine. Et rien que ça, en fait, ça peut paraître du détail, parce que c'est un petit jeu de cartes malin, de collection. On en a plein, des petits jeux de cartes de collection, mais pour une fois, on collectionne pas des Pokémon. Pour une fois, on collectionne quelque chose d'un peu différent. Et il y a ce côté de rénovation qui existe aussi dans les Pokémon. Hein. Vous pouvez avoir des évolutions. Mais là, on rénove des plats. Ça, je trouve que ça change complètement les choses. Vous pouvez y jouer en buvant le thé. Et après, vous prenez votre tasse, vous la jetez par terre, vous la cassez. Ça vous donnera l'occasion de la réparer pour la fois suivante. On est complètement dans le thème. Rien que ça, c'est rigolo. Si tu as 3 000 € à débourser pour réparer ton assiette. Ah bah oui, mais c'est le thème du jeu, donc faut jouer au vrai thème du jeu. Kintsugi, c'est un jeu de Patrick Roland, c'est Paladis Game qui fait ça. Paladis, ils avaient pas encore fait de petits jeux comme ça, je crois pas, hein. C'est leur premier petit jeu. C'est leur premier petit jeu, mais justement, c'est la volonté de faire une gamme. Il y a un jeu qui arrive à peu près au moment enfin, qui sera visible à Cannes en tout cas, je crois qu'il arrive en avril, qui s'appelle Blot, et que je vous incite à aller voir à Cannes. C'est un jeu de pli sur le thème de ce rituel viking, où la particularité, c'est qu'il va y avoir plusieurs emplacements au centre de la table sur lequel jouer, et quand tu es celui qui initie le pli, tu choisis sur quel emplacement tu te places. Et donc, si tu penses que tu vas pas l'emporter, sur l'emplacement qui ne t'intéresse pas, c'est vraiment très très chouette. On est toujours le 16 février, donc c'est cette semaine. Vous allez pouvoir acheter, jouer plus exactement, parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter les jeux qu'on vous présente. Parfois, on peut se les procurer en ludothèque, ça peut être les jeux des copains. Vous allez pouvoir jouer à Redwood. Ça fait un moment qu'on le connaît, ce jeu-là, parce qu'il a été proposé en financement participatif par Seed Dawn, ce jeu de Christophe Rimbaud, sur la plateforme, je ne sais plus laquelle c'était peut-être Kickstarter. Ouais. Il est juste derrière moi. Moi, j'avais la version financement participatif. C'est un jeu super original. Je crois que c'est le point commun de la plupart des jeux publiés par Seed Dawn. Il y a toujours une originalité très forte dans la mécanique centrale du jeu. Là, cette fois-ci, on va prendre des photos en forêt, des animaux que l'on voit, et vraiment, on va avoir l'impression d'avoir un champ de vision sur le plateau. Ça me fait rire. Alors, une mécanique originale, on va aller prendre des animaux en photo ça, c'est pas la mécanique, c'est le thème. Je t'imagine sortir, hop, j'ai gagné, j'ai gagné. Ah oui, au premier. Non, c'est pas du premier degré. Vous les prenez pas vraiment en photo, mais vous avez vraiment un matériel. On va vous montrer le matériel. De toute façon, on a des très belles photos également sur ce jeu. Je sais pas si c'est également dans la boîte qui les a faites. Je crois pas. Parce qu'elles y étaient déjà, et souvent c'est quand le jeu est arrivé, mais je pense pas. Alors, l'idée, c'est que vous avez un immense plateau central, déjà un petit peu circulaire, et autour du plateau, c'est je sais pas comment le décrire, donc non, autour du plateau, vous avez des cartes. À votre tour, vous allez devoir choisir 2 types de gabarits. Il y a des gabarits que vous voyez un petit peu marron à l'écran, qui vont vous permettre de déplacer votre photographe, et le deuxième qui va représenter un angle de vue. Sauf que vous allez devoir les choisir juste avec vos yeux et avec votre estimation de ce que vous allez pouvoir essayer d'en faire. Et vous allez même pouvoir les prendre devant chez les autres joueurs, mais ça c'est un petit point de détail. Mais à ce moment-là, vous leur donnez un petit point de victoire. Donc hop, je choisis ce gabarit-là. Et maintenant, à partir de ma figurine, première chose, je vais placer en le clipsant le premier gabarit, donc le gabarit marron, qui va symboliser mon déplacement. Et à partir du moment où il est clipsé, je vais seulement pouvoir choisir, hop, le faire tourner comme un compas pour dire c'est là que va mon photographe, et vous placez à ce moment-là votre deuxième figurine sur le cercle du gabarit. Et vous allez ensuite clipser le deuxième gabarit pour vous dire, vous prenez en photo tout ce qui est dans votre angle de vision. Et les gabarits sont très divers et variés, des petits, des grands, des angles de vue avec un tout petit angle, mais qui vont très loin, à contrario des très grands angles, mais qui vont pas très loin. Et en fait, il faut vous imaginer que vous voyez en photo tout ce qui est sous le gabarit transparent. Et ça va être des plantes, des animaux, mais aussi, si vous tracez une ligne à partir du milieu du deuxième angle de vue, vous avez un panorama, donc ces fameuses cartes
au centre de la table que vous allez pouvoir ramasser, sur laquelle vous allez pouvoir positionner les petites fleurs et les petits animaux que vous avez vus, qui vont vous rapporter des points. Mais là où c'est... en fait, quand je lis les règles la première fois, ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, ça va être mignon, c'est un petit jeu d'estimation. Là où j'ai trouvé le jeu très malin, c'est qu'il y a des cartes avec des petits appareils photo dessinés dessus. Et il y en a autant qu'il y a de manches, donc il y en a 5 autour de la table. À la manche 1, il n'y a que la première carte appareil photo qui est révélée, qui va dire, sur cette manche, vous marquez des points si vous arrivez à faire ça. Ok, très bien. Mais à la fin de la manche 2, il y a l'objectif 1 et 2 qui sont révélés. Vous scorez pour l'objectif 1 et pour l'objectif 2. Je vais dire un petit peu à la manière de cartographeur, sauf que les objectifs sont empilatoires. Et donc à la fin, sur la dernière manche, il y a quand même beaucoup de points à faire. Donc vous essayez d'utiliser ce gabarit, de prendre un panorama de type montagne, tout en photographiant absolument un ours et une plante jaune. Ça demande d'optimiser un petit peu tout ça, tout en étant principalement un jeu d'estimation, un jeu de compas dans l'œil. Voilà, puis je vous diffuse des photos qui... Alors à chaque fois, les photographes qui utilisent les jeux de société vont nous faire des petites scènes comme ça qui n'informent absolument pas sur le fonctionnement du jeu. Vous n'allez pas faire ça, hein, vous n'allez pas mettre les animaux debout pour faire des photos avec vos personnages. Mais par contre, c'est un jeu dans lequel vous allez manipuler. On est tout le temps en train de manipuler les différents éléments. Donc il faut aimer la manipulation, évidemment. Si vous n'aimez pas ça, c'est peut-être pas le jeu qui va le plus vous séduire dans les présentations de cette émission. Mais à partir de là, vous avez le système de scoring, de collection, de prise en photo avec un thème qui est assez naturaliste. Vous allez vous promener dans la nature, dans la forêt. C'est vraiment original. Et ce plateau, regardez, je l'ai là. Hop, je me mets en vue de face. Je vois des gens qui s'interrogent sur le prix dans le jeu. Alors déjà, le plateau, mais surtout le plateau, il est double couche, puisque les animaux que vous allez prendre en photo dessus, ils sont... j'allais dire, ils se punaisent avec un système de petits moules dans le plateau. Donc, les gens ont peur chez eux, hein. Ils ont l'impression que je vais arracher mon plateau. Faites jamais ça chez vous. Je suis toujours là. Vous avez un gros plateau, vous allez pouvoir... Ça marche très bien hein, en termes de fonctionnement. Après, c'est vraiment à vous de voir si ce sont des mécaniques qui vous séduisent. Mais sur le fonctionnement du jeu, lui, il n'y a pas de problème. C'est un jeu de Christophe Rimbaud. C'est l'auteur notamment de Colt Express. Si vous... Et Sandwich. De Sandwich aussi, j'adore Sandwich, ça c'est vraiment un petit bijou. Et bien c'est également l'auteur de Redwood avec un très bel objectif d'appareil photo sur la boîte du jeu. Hop, je remets la boîte, regardez, toutes les images qui sortent de l'objectif. L'anecdote, ma fille elle est très blasée, je pourrais pas la décrire comme une passionnée, elle joue parce que maman lui demande de jouer. Elle a trouvé la couverture très très belle. Moi aussi. Une fois qu'elle a compris justement ce que ça représentait, elle a d'abord été, on va dire, un peu hypnotisée par la construction, mais une fois qu'elle a compris ce que c'était, elle l'a trouvé très très belle la boîte. C'est Edu Valls, l'illustrateur du jeu, c'est le frère de Manu, et non, je la trouve très très chouette. Moi j'aime bien les appareils photo, j'ai un faible là-dessus, donc le fait de voir un appareil photo, il est sur la tranche, il se poursuit sur la tranche l'appareil photo, regardez, hop, vous l'avez là, et puis hop, sur la couverture. Et là il faut lui faire waouh. Ouais, faites-moi dans le chat quand même. Dans le chat, faites des waouh. Waouh. Merci de ton enthousiasme. Moi, je la trouve très très chouette cette couverture de jeu de société. Non, mais ma fille, elle l'a souligné donc. Donc c'est Redwood. C'est un jeu qui paraît le 16 février. On continue avec Redwood, mais la version puzzle parce que alors c'est Sidon aussi qui produit ce puzzle. Oui, j'imagine que c'était un des bonus du Kickstarter. On a eu plusieurs fois. J'allais dire, cette disposition, un éditeur qui fait un jeu et en produit complémentaire lors du financement, il propose un puzzle. Et donc là, c'est effectivement avec les illustrations des animaux. Tous les animaux en mode photo de classe, un petit puzzle 1000 pièces, il n'y a pas besoin de s'éterniser dessus. Je regardais que tu n'avais pas écrit 10 000 pièces. Hop, on fait la pause. Mais non, je ne l'ai pas fait. Moi qui aime bien faire les puzzles, je ne l'ai pas fait. Ah, moi j'aime. Je ne sais pas si j'aime bien, j'ai absolument pas le temps. La dernière fois que j'ai fait un puzzle, il devait y avoir 15 pièces maximum. Ça fait très longtemps que j'en ai pas refait des puzzles. Est-ce que j'aimerais ça ? Peut-être que ça me détendrait un peu. Redwood, donc la version puzzle. C'est publié, c'est disponible maintenant également pour 24 €. Le jeu de base, si je ne me trompe pas je me suis pas trompé sur les prix en remplissant la fiche, c'est 65 €.
Oui. Alors, on nous dit, j'ai carrément envie de le voir en vrai, de le tester à Cannes. Je pense que c'est une très bonne idée. Allez sur le stand de Sit Down, je ne sais pas s'il le propose, j'imagine, puisque c'est la période de sortie. C'est une très bonne idée parce que sur un festival comme Cannes, des fois, même sur un festival de manière générale, on n'a pas toujours envie de se plonger dans un jeu trop complexe. Et là, on est sur du jeu de société dans lequel vous allez très vite appréhender les règles, très vite comprendre le mode de fonctionnement et quand même avoir envie de vous creuser les méninges pour, sans avoir trop de difficultés à devoir demander des précisions de règles. Le fait de manipuler, je trouve que ça va très bien en festival. Et en plus, il y aura Christophe Rimbaud sur le stand de Sit Down à plusieurs occasions. Donc, c'est l'occasion d'aller rencontrer cette très chouette et rigolote personne. Voilà, c'est tout un poème. Bravo. Bon. Chicago's Kitchen. On enchaîne avec du jeu de rôle, ça sort cette semaine également, et c'est encore un jeu de rôle pour un joueur. J'ai mis un S joueur, enlevez-le mentalement devant votre écran, effacez-le, mettez du blanco sur l'écran. Ça marche très très bien. C'est moi, de toute façon, tous ces trucs sont censés être en solo. Il faut savoir, je le fais moitié solo, moitié en duo avec mon chéri, ou en parlant un petit peu toute seule, j'arrive à l'embringuer dans mon délire. Et Chicago's Kitchen, je voulais m'y arrêter un petit peu parce qu'effectivement, c'est toute une gamme qu'on a avec des jeux de rôle qui sont soit en solo, soit en duo. Je pense à Coyote et Blaireau. Et Chicago's Kitchen, c'est un qui a été écrit en interne par un de mes collègues. Ah oui. Oui. Jérôme Miozzo est donc un des commerciaux de l'équipe de Néoludis. Et lui aussi, une chouette personne. T'as vu, je suis comme toi. Je dis de tous les gens qui sont chouettes. Et c'est en regardant la série The Beer qu'il a eu envie d'écrire là-dessus, sur la gestion d'un restaurant qui connaît toute une série de problèmes dans Chicago. Et là où j'ai trouvé que le bouquin m'a emporté, parce que j'ai essayé de regarder The Beer, j'ai pas pu, il va falloir que je lui dise ça. La série, elle va trop vite. Je la trouve très agressive, elle m'agresse, la série. Chose que ne m'a pas procuré, moi, personnellement, le bouquin Chicago's Kitchen. La moitié du bouquin est là pour vous dire, tu peux y arriver, tu sais le faire. Vous commencez par découvrir Chicago, par ses monuments, par son histoire, par les personnes qui l'ont rendu emblématique. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle des livres à accroche. Je lance des dés qui va me dire, ton restaurant, c'est un restaurant italien. Tu vas lancer des dés, ça va te dire, tu connais ça comme problématique. Et le jeu vous incite, pour ce que l'histoire marche, à coucher quelques lignes sur une feuille de papier. Ça oblige en fait à ne pas juste reconstituer la ligne de l'accroche telle qu'elle est, mais à l'adapter à l'histoire telle que vous la visualisez dans votre tête, et c'est chouette. J'ai trouvé, pour avoir lu d'autres textes de jeux de rôle, justement chez nous ou ailleurs, je dois souligner la qualité de l'écriture. En fait, quand je lis les phrases de Chicago's Kitchen, j'ai l'impression qu'il y a... Alors, certes, je connais Jérôme, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me parler. C'est pas soutenu, mais c'est pas non plus du langage familier. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye d'être chaleureux avec moi. J'arrive pas à expliquer comment j'ai fait un jeu de rôle tout récemment, en mode une session. Et le texte était très scolaire. Le jeu, vous voyez, ça m'allait pas du tout. Et dedans, Jérôme a même sollicité son épouse qui a fait quelques aquarelles à l'intérieur de ce support-là. Je remontre. J'étais en train de montrer, mais effectivement, les aquarelles sont faites sur les dernières pages. Ouais. Sur les dernières pages, il y a les aquarelles de Magali. Ici, notamment, on a des petites aquarelles, effectivement. Je vous lis un passage au hasard, pour que vous ayez une bonne idée du jeu. Est-ce qu'on fait ce genre de choses? Alors, je suis où? Je suis à la vie à Chicago. En général, les gens de Chicago sont sympathiques et accueillants. La ville est propre, l'architecture est charmante et les divertissements sont nombreux. Vous êtes propulsé dans l'histoire directement, Cependant, la ville est aux prises avec une criminalité violente et a enregistré au moins 800 homicides en 2021, le plus haut chiffre en 25 ans. Ça vous dresse le... Je lis une autre phrase tout à fait au hasard. Lancez un des 6, c'est le membre du staff et un numéro dans votre équipe sur votre feuille de personnage qui s'en va. Voilà, je vous ai lu 2 phrases, ça vous crée rien du tout. Mais c'est un tout petit livre, c'est un petit fascicule, c'est le jeu de rôle qui vous emmène dans une autre ville. Moi j'aime bien le fait de pouvoir
me plonger dans un autre univers que ceux qu'on vit actuellement. Si on fait du jeu de rôle, c'est aussi pour vivre d'autres choses. S'il y avait un jeu de rôle qui sortait sur quelqu'un qui fait des vidéos et du dessin de presse, par exemple, j'irais peut-être pas. Là, ça coûte environ une dizaine d'euros. C'est la maison d'édition, c'est les Fondations de l'Imaginaire, c'est ça? Oui, c'est Jérôme qui l'a fondé parce qu'en fait, Jérôme est allé chercher une expérience qui lui convenait. C'est-à-dire, ça a commencé avec Chronique d'un vampire millénaire, que notre partenaire, la Loutre Rôliste, a traduit à notre demande. Et Jérôme, ça a commencé parce qu'on avait offert Chronique d'un vampire millénaire en version originale à Jérôme, qui avait trouvé ce support-là extraordinaire et qui a dit, il a dit à Arnaud, notre responsable, il a dit, moi je veux continuer à promouvoir ce genre de produits qui sont des jeux qu'on va jouer et non pas entasser dans une ludothèque, parce qu'on parle de nous, joueurs de jeux de plateau. Les joueurs de jeux de rôle, ils ont aussi une fâcheuse tendance à la collectionnite, de prendre toute une gamme qui peut s'avérer très vite très chère, mais ces campagnes qui ne seront jamais jouées parce qu'il faut réunir des gens pendant énormément de temps, là vous achetez un petit support à 10 balles, vous le faites ou tout seul ou avec des amis, vous le passez une fois que vous l'avez suffisamment joué à quelqu'un d'autre, et on est sûr que ces jeux-là sont joués. Donc il y avait déjà eu en traduction, il s'était déjà chargé du projet de Coyote et Blaireau, La Voix du Corbeau. Donc Oui. là, il a écrit Chicago's Kitchen, et on en a un autre qui arrive, j'ai besoin de me retourner. Ah oui, Tel Ulysse. Voilà, c'est le prochain, c'est le jeu dont on va parler maintenant. Tel Ulysse, il est juste à côté. C'est toujours les Fondations de l'Imaginaire, mais cette fois-ci, c'est Jean-Marc Chauzereau qui le signe, celui-ci. On n'est pas du tout sur le même thème. Cette fois-ci, on part dans la mythologie, en ce qui concerne, la référence du titre, et les pirates, si je regarde ce qu'il y a à l'intérieur aussi. On va vivre une odyssée nous-mêmes. C'est avec toujours ce système d'accroche là, sauf que là c'est pas du jeu solo, ça peut se jouer jusqu'à 6. Il y a quelqu'un qui va prendre le personnage de la narratrice et on va chacun incarner des rôles spécifiques au sein du bateau, et on va essayer de se balader dans une mer de cartes et de retrouver notre foyer. Donc on est vraiment sur on reprend l'Odyssée d'Ulysse. L'Odyssée d'Ulysse, de cette mer de cartes qu'on va traverser, qui va être des 7 de cœur, des 6 de pique, qui va nous libérer des accroches. Ça va être des dangers tels qu'aurait pu les affronter Ulysse, sauf que nous, on aura choisi notre période. On peut très bien être aussi bien je suis nul, mais on pourrait être des vikings que des gens un petit peu plus à l'époque du Moyen-Âge. Et on va vivre une aventure tous ensemble. On nous dit sur le chat une gamme très intéressante du fast JDR. Je ne sais pas si c'est un terme qui est beaucoup employé. Oui. Je ne connaissais pas en tout cas. Avec des thèmes forts et une belle narration. Ça donne envie, effectivement. Vous voyez l'intérieur des cartes, je vous montre en plus gros ici. L'intérieur des cartes, l'intérieur du livret. Voici quelques pages. C'est assez simple, c'est assez aéré, facile d'accès. Et c'est une petite gamme, c'est pas très cher. On peut vraiment se lancer là-dessus facilement, puisque ça coûte une dizaine d'euros à chaque fois pour avoir l'un de ces livrets-là et se lancer dans l'aventure. Et pour ceux qui, comme moi, parce que je pense que je suis pas la seule à avoir peur du jeu de rôle à plein de niveaux, parce que ça prend du temps, parce que quand on regarde les jeux de rôle classiques, c'est rien que quand on voit la quantité de règles à lire, oui, je sais, il pourrait y avoir un maître qui fait tout ça. Pour moi, il faut connaître les créatures, il faut connaître les tests de compétences. Là, vous avez lu 30 pages. Dans les 30 pages, vous avez et le jeu et les règles. Oui, c'est très accessible. Et c'est imprimé en France. Voilà, petit détail supplémentaire, voilà. Je vois ça au dos du jeu. Imprime vert avec le petit logo. C'est imprimé à Pornic, même, si je ne dis pas de... Oui, alors, je vais regarder ça. Oui, nouvelle Pornic, exactement. On vous donne toutes les informations nécessaires dans cette matinale. On enchaîne, ça y est, on a terminé avec toutes les sorties du 16 février. Donc ça, c'est des sorties pour la fin du mois de février, qui seront disponibles également sur Cannes. Vous allez pouvoir découvrir tous ces jeux-là sur place. Ça vous donne déjà pas mal d'informations. On va enchaîner avec le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme.
vous allez pouvoir... Alors, on n'offre pas des cadeaux aux femmes ce jour-là. J'insiste toujours dessus, chaque année on en parle. C'est la journée des droits de la femme. C'est une journée de lutte et de défense avec une cause qui est importante. C'est pas une journée dans laquelle on achète des fleurs pour offrir à sa compagne. C'est le 14 février. Mélangez pas les dates. C'est pas la fête des mères. Où on peut, nous, femmes, aussi être reconnaissantes d'occuper un poste où on croit en nous. Voilà. C'est dit. J'ai failloté en direct. Non, mais c'est sur ces questions-là. C'est une journée qui est importante parce qu'il y a toujours beaucoup de retard. Sur le 8 mars, vous avez quelques sorties également. On va revenir dessus. On va commencer par Roll Time, la reine des ruines oubliées. C'est aussi un jeu de rôle ? Alors, c'est entre jeux de rôle et livres dont vous êtes le héros, parce que comme tu as dû le noter sur la fiche, je vérifie, c'est à partir de 5 ans. En fait, c'est cet éditeur Collective Adventure avec Jérémy et Laura, qui ont sorti un premier jeu de rôle au Roll Time où on incarne des insectes et qui était un véritable jeu de rôle. Dans le même univers, ils avaient développé ce petit jeu de cartes coopératif Buddies dont on avait parlé quand j'étais venu te voir, oui. Et là, c'est le 3e de la gamme. Ça reprend le même univers que le jeu de rôle initial, sauf que ça s'adresse aux enfants et le support principal va être un livre. Un livre que les adultes, les parents vont prendre, vont lire à l'enfant et l'enfant va être confronté à plusieurs situations qui vont être en fait, c'est pour ça que je dis que c'est entre le livre dont vous êtes le héros et le jeu de rôle, les choix auxquels va être confronté l'enfant vont être des choix de est-ce que tu veux faire ci ou tu veux faire ça, c'est son livre dont vous êtes le héros, et l'adulte ira lire le chapitre correspondant dans l'histoire, ou façon jeu de rôle, mais très, très légère, à cette situation-là à laquelle tu es confronté, tu as ta petite fiche personnage, tu es plus un personnage agile ou des choses comme ça, quelles compétences tu veux mettre en avant avec un petit lancer de dés, et on voit le résultat qui en découle. Voilà pour ce petit jeu atypique. Roll Time, c'est signé par Alexis Flamand et Jérôme Attal. C'est proposé pour 18 €. Ça sort le 8 mars. C'est distribué par Néoludis, donc mais chez Collective Adventure. Ensuite, le jeu suivant, c'est Port Arthur. Un jeu qui est publié par Nuts Publishing, qui est signé par Yasushi Nakaguro et illustré par Maud Chalmel. Oui, alors il faut savoir qu'en fait c'était le jeu, originellement il s'appelait Red Sun Blue Cross, mais il n'était pas illustré par Maud Chalmel, et Nuts, quand il a choisi de le localiser, il a eu affaire il a demandé à Maud Chalmel de venir illustrer ça, et je trouve que c'est chouette, justement ça montre que les petits wargames, les wartos, comme ça s'appelle, tu connaissais ce mot-là, entre wargame et jeu de plateau, des petits wartos que fait Nuts ont tendance à toucher des jeux de guerre qui ont tendance à toucher un public un peu plus large que ce à quoi on s'attendait. Oui, parce que c'est plus accessible aussi. Souvent, ce sont des jeux qu'on peut sortir facilement, même avec des joueurs qui ne sont pas spécialistes, parce que le wargame, le vrai wargame, qui prend énormément de place sur la table, mais énormément de temps aussi à analyser, et pour les parties de wargame sont très longues en général, c'est forcément destiné à un public très spécifique. Sur ces wartos, ces tout petits jeux-là, on a la possibilité de se plonger dedans pour des durées de partie qui sont assez courtes et des explications de règles limpides. Donc ça touche vraiment des joueurs qui sont beaucoup plus larges. En traduction, moi, ces jeux-là, je les aime beaucoup en général. Je suis très curieux de les découvrir, alors que les wargames, non, j'ai pas le temps. Oui, je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que le précédent qu'on a eu là ce mois-ci, qui était The Hunt. Et c'est un jeu où on va se battre, donc du 2 joueurs, l'armée russe contre l'armée japonaise. Et c'est un jeu de tir à la corde, tu vois, sur la piste de score. Ouais. Tu as des points de victoire et suivant l'écart qu'on fait, si je marque 3 points de victoire, je vais tirer le truc de mon côté. Si à la manche suivante, tu marques 5 points, tu vas reprendre tes 3 plus marquer 2 et on essaye de tirer la corde de notre côté. Comment ça va se jouer? Avec des tuiles qui vont représenter des bateaux qu'on va placer dans les différentes mers pour essayer de les occuper. Et une fois qu'on a placé nos tuiles sur les différentes mers, on va pouvoir lancer des dés avec une notion de prise de risque. C'est-à-dire que quand j'ai des tuiles et que je vais attaquer mon adversaire, je vais pouvoir lancer autant de dés que je veux, mais si je fais, attention,
je ferme les yeux pour me concentrer 2 secondes. Si je fais une valeur supérieure à mes tuiles, je ne ferai pas de coup critique. Donc il faut mieux parfois savoir lancer moins pour espérer faire des coups critiques, c'est-à-dire des dés de valeur similaire et détruire les bateaux adverses. Mais c'est, voilà, en pitch, j'allais dire, c'est du... j'exagère, j'aime bien exagérer pour que les gens se rendent compte, c'est guère plus compliqué qu'un Amikoji où on essaye de faire, d'avoir plus de valeur que son adversaire sur une zone donnée. Voilà pour ce petit jeu, ce Warto, qui est publié je par... peux raconter une anecdote rigolote. Ah bah oui, on adore les anecdotes rigolotes. Je te mets en plein écran. Je peux pas m'empêcher d'être curieuse quand il y a un jeu qui prend une thématique historique ou une thématique très particulière. Ça m'avait fait ça avec Zion, ça m'avait fait ça avec Kintsugi. Et quand on regarde le plateau de Port Arthur avec mon chéri, je lui dis « Oh, il y a la mer du Japon, il y a la mer de la Chine de l'Est. » Et là, je vois une mer centrale qui s'appelle la mer de Tsushima, je crois. Et mon chéri il me dit « Mais elle n'existe pas, cette mer de Tsushima. » Et je dis, pourquoi elle serait écrite sur le plateau si elle n'existe pas? C'est un jeu historique. Donc, avec mon chéri, nous voilà à fouiner sur Wikipédia. Et en fait, pour le besoin du jeu, ils ont appelé une mer de Tsushima pour que ça crée une zone supplémentaire. Mais elle s'appelle mer de Tsushima, puisqu'il y a une île qui s'appelle Tsushima, qui est entre la Corée et le Japon, et en fait, qui sépare vraiment la mer en deux. En gros, tu as le canal de droite et le canal de gauche, ou l'inverse. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette île de Tsushima. Il y a un animal en voie de disparition dessus, où il y a plus que 100 animaux dessus. C'est le chat de Tsushima. Et si vous regardez ce qu'est ce chat de Tsushima, c'est une variété de guépard jaguar, mais à la taille d'un chat. Et on veut tellement le préserver que... ils ont réduit le nombre de touristes qui peuvent accéder à cette île. Il y a plein de panneaux où, au lieu de dire « Faites attention, il y a des enfants », ça dit « Faites attention, il y a des chats ». Voilà, ça nous a beaucoup fait rire. Mais vous avez été sur cette... Non, on a juste lu l'article Wikipédia. D'accord. Alors on va directement aller regarder sur Google Images pour voir à quoi ressemble le chat de Tsushima. On est là pour vous informer également et pour que vous repartiez moins bête de cette matinale. Regardez comme il est mignon, ce gros chat de Tsushima. Bon, c'est un chat, quoi. Hein. Oui, mais il est en voie de disparition. Ah bah oui. Oh, dis donc, ça me fait penser à un auteur de jeu que je connais bien. Non, il n'y a pas de référence, je ne vais pas faire des blagues, je ne vais pas me lancer là-dedans. Voilà pour le chat de Tsushima, vous pourrez le découvrir, a priori pas en faisant le jeu, mais ou peut-être en discutant avec vos conjoints ou conjointes et en faisant des recherches sur Google Images. On enchaîne avec... Le jeu est censé nous rendre curieux sur Port Arthur, parce que oui, c'est sur la guerre russo-japonaise, mais que j'ai trouvé moins intéressante culturellement. Ah oui, parce que le joueur japonais peut gagner d'une autre manière, parce que c'est un jeu de tir à la corde, mais le joueur japonais peut gagner d'une autre manière, puisque c'est le moment où les deux, Russes et Japonais, ont essayé d'envahir la Chine et la Mandchourie, et le joueur japonais peut placer... des unités en Mandchourie et essayer de progresser sur cette piste-là. On enchaîne avec Chronologique. Oui. Chronologique, on retourne. Alors, c'est 2 éditeurs, tous les 2 distribués par Super Meeple, ça tombe bien. C'est Ori Games, Neodis, pardon. Ori Games et Super Meeple qui sont les éditeurs de Chronologique. C'est un jeu, mais c'est peut-être aussi une gamme, puisque c'est la première boîte de cette gamme qui sort là, le 8 mars. De ce jeu signé Fabien Gridel et Johan Levé, il y en aura d'autres. Là, c'est Paris 1920. Il y a déjà d'autres jeux qui sont prévus dans cette gamme. Oui, qui sont prévus à chaque fois pour sortir à Cannes, mais ce jeu-là et le suivant connaissent un petit retard, mais il y aura quand même quelques boîtes à Cannes. Alors, on dit les choses de suite, c'est un jeu de déduction, mais passez pas votre chemin. C'est un jeu de déduction vraiment qui sait offrir des sensations différentes du jeu mastodonte précédent des 2 auteurs. Voilà, puisque on retrouve les auteurs de Turing Machine, mais ce n'est pas Turing Machine. Ah non. Puisque le pitch du jeu, ça va vraiment être... C'est un Cluedo moderne. Moi, je ne peux pas m'empêcher de dire, attention les gens, c'est un Cluedo moderne. Il va falloir trouver qui a tué, quand et où. Et c'est ce quand qui est la notion importante, puisque où, ça va être dans un des 6 lieux de l'Opéra de Paris. Qui, ça va être
un des 6 suspects potentiels, mais quand ça va être un des 6 temps possibles. Parce qu'en fait, la fiche sur laquelle vous allez pouvoir en noter vous dit qu'il y a un temps 1, un temps 2, un temps 3, un temps 4, un temps 5, un temps 6. En quoi ça a une importance, ce temps? C'est qu'en fait, quand vous avez fait votre mise en place, on vous a dit au temps 1, le détective il est là, le chauffeur il est ici, le nana il est là. Vous savez que d'un temps à un autre, tous les personnages se déplacent d'au moins une case. Enfin, se déplacent d'une case. Et donc, vous savez que s'il était dans cette salle-là au temps 1, au temps 2, il peut être dans cette salle-là ou cette salle-là. Et vous allez essayer de reconstituer la chronologie de l'histoire pour répondre à la question posée par le scénario. Et comment? Avec un système de cartes et de tuiles perforées, je vais pouvoir poser des questions au jeu du type dans ce lieu-là, qu'est-ce qui s'est passé au temps 4 en glissant une carte sous le temps 4. Et là où le jeu est malin et où même si on est sur un jeu de déduction compétitif, on est toujours tous en train de jouer, quand moi je pose ma question, la carte me donne 2 informations. Une information que je vais devoir partager à tout le monde et une information que je garde que pour moi. Et si vous voulez la voir, il faudra que vous veniez reposer la même question au jeu. Quand je pose qu'est-ce qui s'est passé dans la salle du foyer de danse au temps 4, ça va peut-être dire aux joueurs, au temps 4, dans la salle du foyer de danse, il y avait 3 personnages. Mais moi, je sais qu'en plus, sur ces 3 personnages, il y avait le détective. Le jeu comprend 3... c'est quoi le vocabulaire du jeu? Il y a 3 niveaux. Il y a, oui. Voilà, il y a plusieurs scénarios à l'intérieur, mais pour chacun, il y a 3 niveaux différents, c'est ça? Il y a 3 niveaux, enfin 3 enquêtes, et pour chaque enquête, il y a 5 scénarios possibles. Le premier qui est le poison, pour trouver, on vous dit qui est la victime, par exemple le détective, et pour savoir qui l'a tué, il va falloir que vous trouviez le seul moment de tous les temps du jeu où le détective est seul avec une personne. Et à ce moment-là, vous saurez que c'est lui qui l'a empoisonné, mais à quel temps ça s'est passé et qui l'a fait, Et il y a un truc qui est très rigolo dans le jeu, je l'ai encore joué vendredi soir, c'est que c'est compétitif, on pose chacun à notre tour une question, mais c'est presque un jeu de rapidité pour donner la réponse. Si on a tous la réponse en même temps, c'est vraiment le premier qui dit « Ah, hop, je vérifie dans le livret pour voir si je l'ai emporté ». On a Univers Board Game qui nous dit que tous les 6 mois, il y aura des nouveaux scénarios en print and play. Oui, parce que alors ça, c'est une spécialité de Fabien Gridel et Johan Levé. Ils ont tendance aussi à suivre leur jeu avec beaucoup d'insistance et à proposer souvent de nouvelles choses pour pouvoir continuer à sortir la boîte. De toute façon, c'est des jeux que vous allez pouvoir ressortir. Hein. C'est pas fini une fois qu'on a joué plusieurs fois. C'est pas des jeux narratifs, c'est des jeux dans lesquels il faut faire de la déduction derrière. Donc, c'est une boîte que vous allez pouvoir ressortir assez régulièrement. Et puis vraiment, en fait, l'idée, c'est qu'ils essayent de faire des mini-extensions en cours d'année où chacune va offrir des sensations différentes. La première, c'est le poison. Il faut que la victime et le tueur se retrouvent en tête-à-tête. Mais dès la seconde, en fait, elle est hilarante, je trouve. C'est le fantôme. C'est celle que j'ai fait en dernier et j'aurais pas dû parce qu'elle me fait beaucoup rire. Ça te dit, il y a un joueur, un des personnages qui a un fantôme. Et en fait, comment tu vas pouvoir trouver qui est le fantôme? C'est le seul qui, dans tous les temps, sera toujours tout seul. Ouais. Donc, lui, il est tout seul. Ah, mais non, dans ce temps-là, il est avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas lui. Et tu procèdes par élimination. C'est très, très drôle. Oui, il y a beaucoup d'imagination dans la façon de construire les petites enquêtes. Et c'est pas toujours la même procédure pour déduire. Ouais. Voilà, pour ce jeu, ça s'appelle Chronologique. C'est le début d'une gamme. Ça sort conjointement chez Origames et Super Meeple. Et vous allez en entendre parler dans les semaines qui viennent. Et on nous dit, il y a pas mal de monde qui a joué, qui nous dit c'est tellement bien ce jeu. Il y a pas mal de gens qui l'attendent visiblement. Il y a de l'enthousiasme autour de Chronologique. Le jeu suivant, moi je l'adore, c'est une reparution d'un classique, Storybox, dans 2 formats. Il n'existait plus, ça fait maintenant, pour tous ceux qui sont arrivés dans le jeu de société ces dernières années, ils ne le connaissent pas. Je me souviens plus du nom d'origine du jeu. Dream On. Dream On, c'est ça. Et Storybox, c'est un jeu qui est signé par Julien Protière et Alexandre Droit. C'est publié par Tiki Édition, qui s'est spécialisé aussi dans la republication de jeux qu'on attendait. Alors pas que, ils font beaucoup de créations également, mais c'est eux qui avaient republié Lucky Numbers il y a quelques années maintenant, et qui en ont fait un énorme succès. On espère pour eux que ça sera le même succès pour Storybox, puisque c'est un jeu qui va faire appel à la fois à votre mémoire, mais aussi à votre capacité d'improvisation, d'une certaine mesure, mais n'ayez pas peur, parce que quand je dis improvisation, parfois les gens ont peur de ça. On est dans le domaine du jeu d'ambiance.
Moi, j'aime bien débunker. J'ai l'impression que c'est important de savoir dire, ok, c'est un jeu d'improvisation sur une première partie, un jeu de mémoire sur une seconde partie, mais je vous entends déjà les schtroumpfs grognons qui vont dire, moi, les jeux d'impro, je me sens pas à l'aise, moi, les jeux de mémoire, Ah bah oui. j'aime pas ça. Mais en fait, c'est là où je trouve que le jeu est incroyable, c'est que la première partie, effectivement, on va jouer des cartes avec des illustrations magnifiques, mais on y revient pour raconter une histoire sans ordre de tour de jeu, comme on veut. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi le jeu va vous pousser à improviser, c'est que ces cartes-là, qu'on va jouer en un temps limité, c'est le score maximum finalement qu'on va pouvoir faire. Donc, on va raconter une histoire parce qu'on veut faire un gros score, puisque nous sommes sur un jeu d'ambiance coopératif. Et en seconde phase, une fois que notre phase d'improvisation est terminée, on va donner la pioche à un joueur qui va devoir essayer de se rappeler la première carte qui a été jouée. Ah, ça se passait dans un zoo. Boum, je joue la carte, je passe le paquet à mon voisin qui va devoir essayer de se rappeler la carte suivante avec un système de scoring tout simple qui dit vous vous en êtes rappelé tout seul, la carte vaut 2 points, vous avez sollicité l'aide des autres joueurs, elle vaut 1 point, vous vous plantez, c'est -1. Et donc c'est comme ça qu'en fait, si je veux faire un gros score, si je veux faire mieux que les 50 qu'a fait Marie JRD Jeux, soi-disant, eh ben, il va falloir qu'on joue beaucoup de cartes, parce qu'il me faut au moins 25 cartes jouées en première phase. Donc vas-y, raconte une histoire. Et c'est cette histoire qu'on a improvisée et dont on se rappelle, elle nous est propre, à nous, la table de jeu. Et ça peut paraître tout bête, cette anecdote, je devrais peut-être pas la raconter. Quand j'ai voulu filmer une partie faite avec des amis pour en faire un insert pour mettre dans la vidéo sur le jeu, je me suis dit, je ne peux pas l'utiliser. Elle a tourné tellement graveleuse, notre histoire. Ah oui, classique. Je peux pas la mettre. Mais nous, on s'en rappelle, quoi. Thomas Pesquet, le pauvre, il a pris cher. Oui, forcément. Et puis il y a ce côté. Moi, j'ai toujours envie, quand on se lance dans une histoire, de dire aux gens autour de la table, on essaie de faire une vraie histoire, mais on sait qu'au bout de quelques cartes, ça devient n'importe quoi très rapidement. Il y a des gens qui jouent des cartes qui n'ont pas forcément de lien logique avec la carte précédemment passée et ils nous posent des problématiques parce que on a le droit de poser une carte en disant n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il va falloir se rappeler. Il va falloir se rappeler de l'ordre logique. Donc, ça crée des fous rires. Si vous voulez vous améliorer, il va falloir y mettre du vôtre, mais si vous avez juste envie de vous amuser, de passer un bon moment autour de la table, c'est vraiment un jeu d'ambiance qui fonctionne hyper bien, avec 2 boîtes, donc une boîte aventure et une boîte rêve et cauchemar. Oui, avec sur chacune des illustrations différentes et chacune leur petite particularité qui n'est pas obligatoire, qui est, on va dire, comme une variante. Dans Rêve et Cauchemar, vous pouvez choisir de raconter 2 histoires en simultané, un rêve et un cauchemar, et quand on est en deuxième phase de jeu à essayer de se remémorer l'histoire, on peut choisir de dire « Ah, attends, je me rappelle du rêve, je vais tirer la carte de rêve. » Ah, ça, je l'ai pas essayé, ça, si tu me donnes envie, là, il va falloir que j'y joue. Voilà, et c'est, comme tu le disais, il faut jouer des cartes qui ont du sens, parce que souvent, il y a les joueurs qui, sur la deuxième partie, commettent l'erreur de vouloir faire une longue série. Ah, c'était dans un zoo et on avait un couteau, un papier, un ceci, un cela. Mais la liste, je suis désolé, personne ne s'en rappelle en seconde phase. Donc, il faut créer de l'épopée. Et donc, qui crée de l'épopée crée des souvenirs. Waouh, cette punchline! C'est Storybox, c'est publié par Tiki Édition, c'est signé Julien Pretière et Alexandre Droit et ça paraît le 8 mars. Qu'est-ce que c'est que ça, Pandémique Escape Book? C'est pas vous qui faites Pandémique à l'origine? Non, mais c'est Inis Édition qui a eu les droits de Zedman pour faire un petit escape book. Tu sais, ils font tous les escape quests, etc. Oui. Sur Pandémique, j'ai pas encore reçu le mien, mais j'espère que ça sera chouette, à la hauteur d'un unlock à Pandémique. J'espère. Je sais pas si tu connais les escape quests. Oui, alors les escape quests, c'est la forme d'un magazine en réalité, d'un magazine avec une belle couverture dans lequel on va vivre une escape. C'est le genre de petits livres qu'on aime bien emmener dans le train, notamment pour résoudre des énigmes et pour essayer de s'en sortir. Et donc là, on est également sur un format d'escape, mais sur un univers bien connu, puisqu'il s'agit de celui de Pandémique, le fameux jeu coopératif qui a fait école. On a pas mal des Pandémiques-like. Qui a été boudé après pendant 1 an ou 2.
et qui a connu... Alors, je ne sais pas si le Covid a aidé ce jeu ou pas, finalement. En tout cas, Au début, oui, parce que je travaillais en boutique à ce moment-là. Au ouais. début, oui, le jeu est tombé en rupture, etc. Nous, on avait fait une vitrine. Quand je me rappelle de ça, j'ai un peu honte des fois. Et après, il y avait le côté rigolo, le présenter après les différents confinements. Les gens, ils trouvaient ça angoissant et ils voulaient pas en entendre parler. Ouais. Tu le préconisais, les gens disaient non, non, un truc un peu différent. Je sentais que ça ravivait des choses Bah oui, oui, pas très heureuses. forcément. On a vécu tout ça. Bah, ça reste une IP forte du jeu de société pandémique, un jeu coopératif qui continue à faire école. Vous avez la version Escape Book qui est publiée par Inis Éditions. Et on termine avec un jeu de rôle, c'est Cowboy Bebop, le jeu de Oui. rôle. Bon, Cowboy Bebop, je sais pas si vous connaissez. Moi, j'avais regardé quelques épisodes quand il y avait un jeu de société dans l'univers de Cowboy Bebop. Ouais, je suis un peu complétiste comme ça. Ouais, c'est un Mais animé à l'origine. ouais. Et Cowboy Bebop, ça a 25 ans quand Ouais. même. Et donc voilà, ça va être un jeu de rôle avec une construction assez classique où on va être les fameux chasseurs de primes et on va partir à la recherche de mince, comment on dit les gens quand on cherche des chasseurs de primes, on cherche on cherche les têtes. Je sais pas. Moi, quand tu es chasseur de primes, les J'ai gens jamais que tu été cherches, chasseur de c'est primes. Peut-être dans Ah, une prochaine vie, mais pour l'instant, j'ai jamais eu l'occasion de chasser des primes. tu cherches pas des primes. Ah, il te faut une bonne commerciale, Martin. Chasseur de tête, oui. Non, mais la personne que l'on cherche, comment on l'appelle? Est-ce que vous avez une idée, les gens qui nous regardent sur le chat? Les chasseurs de tête, bon, les gens ils trouvent pas. Voilà, il y a pas Ah, tout tu le monde cherches qui un mot manque qui de n'existe vocabulaire. pas, peut-être. Une Bon, on victime? cherche les criminels, Une proie? des hors-la-loi. Oui, voilà, qui cherchent des hors-la-loi de l'espace, sauf que les gens de Cowboy Bebop sont un peu, ils sont pas tout blancs. Donc ça va jouer là-dessus. On l'appelle pas, il est recherché, il n'a pas de 06. Bravo, Mélodie. Un repris de justesse, très bien. Donc voilà, Cowboy Bebop, c'est un univers. Il y a eu un jeu de société qui a été signé par Florian Siriex, si je me souviens bien. Ça devait être chez ça. Don't Panic Game, non? Peut-être? Oui, mais Inis et Don't Panic travaillent un petit peu ensemble et ça reprend, je crois, un peu des illustrations. Mais ils en avaient profité pendant le financement pour mettre le jeu de deck building en lumière, un jeu que j'aime beaucoup. Et donc là, c'est le jeu de rôle, donc rien à voir, si ce n'est l'univers. L'univers du jeu, c'est pas du tout la même mécanique. Ça s'est proposé Je suis par désolé, je Inis suis jamais Éditions. très bavarde sur les jeux de rôle. Oui, bah faut les avoir faits, hein, surtout. C'est ça. Ouais. C'est que c'est des jeux qu'on ne connaît pas forcément tant qu'on n'a pas vécu toutes les parties. Et ça s'adresse à un public spécifique. Donc l'information est passée. Vous savez, si vous êtes curieux à la fois du jeu de rôle et de cet univers-là, que le jeu sera proposé le 8 mars. On a fait le tour des parutions de ces prochaines semaines. Donc le 16 février et le 8 mars. Voici pour la liste des jeux. Et évidemment, il y a le Festival international des jeux de Cannes qui a lieu à la fin du mois de février. Vous allez avoir la possibilité de découvrir tout ça sur le site internet de Néoludis. Vous avez une page sur laquelle on peut regarder votre programme. On se connecte tout de suite, hop, sur le site. Et donc, et on voit ici, on a le pas catalogue. sur l'espace public, évidemment, uniquement sur l'espace professionnel. Ouais. Et donc, on a sollicité nos éditeurs pour savoir quels jeux ils allaient présenter, pour déterminer un petit peu la forme de l'espace, mais surtout pour aider les boutiques à préparer leur venue. On a fait un catalogue qu'elles peuvent consulter comme ça ou obtenir en PDF, Wow. et préparer leur venue, estimer le temps que ça va leur prendre et savoir ce qu'il va y avoir à venir voir. Donc on voit plein de choses. Vous pouvez aller regarder hein, si vous êtes curieux de savoir les futures sorties. Si vous êtes professionnel et que vous avez la possibilité d'aller sur l'espace pro, vous pourrez découvrir tout ça également. On peut feuilleter ce catalogue pour découvrir tous les prochains jeux qui vont sortir. Ah oui, il y a quelques IP dont on n'a jamais entendu parler encore en version française. On voit des titres défiler. Ouais. Tout ça, c'est disponible dans le catalogue. Vous pouvez en avoir une première idée. Alors, je ne sais pas si c'est très normalement, utile de savoir très tôt les différents jeux qui vont sortir, mais parfois ça nous crée des envies également. Si, ça peut être intéressant parce qu'on a quand même travaillé notre espace pro à Cannes pour que ça soit des jeux qui soient sortis au plus tard pendant l'été. En se disant, ça sert à rien de montrer des choses qui sortent à très très loin. Il y a Vichy qui prendra le relais après, et il y a déjà bien suffisamment à travailler sur un premier semestre, donc si, on a pas mal de choses.
Il y a des trucs, j'en ai jamais entendu parler, hein, je découvre aussi. Mais tu vas passer du temps avec nous. Rendez-vous à Cannes, on va se retrouver sur les stands, on va regarder un peu les jeux qui vont être publiés. Open Season, Magic Maze, on les a déjà vus pour certains à Vichy, c'était déjà présent effectivement. Pas mal de sorties prévues, pas mal de nouveaux jeux qui vont arriver en boutique et qui seront disponibles pendant le Festival international des jeux de Cannes. Et évidemment, il y aura l'espace public sur lequel vous pouvez vous rendre pour pouvoir jouer à tous ces jeux pour ceux qui vont paraître les premiers. Vous aurez la possibilité de les découvrir, de repartir avec plein d'envie, une petite liste de jeux qui vont sortir un peu plus tard. Il y en a certains qui sont vendus directement sur les boutiques du Palais pour ceux qu'on a annoncés dans cette vidéo, dont les sorties sont proches. Voilà pour cette matinale dans laquelle on vous a peut-être créé quelques envies sur les jeux qui vont arriver prochainement en boutique ou qui sont déjà en boutique pour ceux dont on a parlé en tout début d'émission, comme c'est le cas de C'est du gâteau. Donc vous allez pouvoir retrouver la vidéo sur notre chaîne. Merci beaucoup Rachel pour cette présentation de toutes ces sorties. Mais de rien. Et puis... J'espère que c'était suffisamment clair parce que c'est quand même toujours dur le lundi matin, savoir à qui on s'adresse tout en essayant de jeter un œil sur le chat. Donc j'espère que les explications continuent à être claires. Oui, c'était super clair. Et puis on voit derrière toi des jeux qui vont paraître prochainement. Là, je vois un World's Wonder, je ne sais plus comment il s'appelle. Wonderland's War, je vais y arriver. Ah, et si tu voyais le plan à droite, il y a des choses très secrètes. Et dans l'énorme pile à gauche, encore aussi. Oh, il y a des secrets partout dans cette pièce. On découvrira tout ça dans les prochaines vidéos ou à Cannes. On se retrouvera à Cannes pour passer un bon moment ensemble. On vous embrasse tous. Passez une bonne journée. On se donne rendez-vous bientôt. Merci Rachel pour de prochaines vidéos sur notre chaîne. À bientôt. Ciao les gens.